notre webinaire consacré cet après-midi aux marques de vin et des spiritueux et avec un sujet extrêmement intéressant, comment défendre sa marque de vin et spiritueux sur Internet. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, juste quelques petits mots introductifs sur le cabinet Dreyfus pour que vous sachiez chez qui vous êtes. Donc, nous sommes un cabinet de conseil en propriété industrielle. C'est une profession qui est réglementée avec une garantie de compétences, des règles d'indépendance et d'éthique professionnelle. Et on a une expertise chez Dreyfus dédiée intégralement à la propriété intellectuelle, avec un focus particulier, une expertise particulière sur le digital, l'économie numérique. Donc, nos compétences, elles sont transverses. On travaille à la fois, on a des compétences juridiques, des juristes spécialisés en propriété intellectuelle, des conseils en propriété industrielle et des avocats, mais également techniques, d'un département avec des ingénieurs. Pourquoi? Parce que sur l'Internet, il y a une vision, il peut y avoir des connotations techniques de certains éléments. On a développé un outil qui s'appelle Dreyfus IP Web, qui donne accès à nos clients à l'intégralité de leur portefeuille de marques, sur la plateforme et de leur dossier. Et on a une démarche de transparence flexible, on est flexible et adaptable, en fait une vraie équipe business partner pour nos clients. Donc notre expertise, comme je vous le disais, c'est la propriété intellectuelle, donc c'est les marques, c'est les droits d'auteur, c'est les dessins et modèles, les obtentions végétales, les brevets, on couvre tout ça, mais aussi tout ce qui est nouvelles technologies, et en particulier les noms de domaine, les réseaux sociaux, les apps, et on traite à la fois de contentieux, pré-contentieux, de questions de conformité, de legal opinion ou de contrat. Tout dans la propriété intellectuelle. Donc, sans attendre, je vais présenter nos intervenants, une équipe de choc pour un sujet extrêmement intéressant et technique, de juristes spécialisés en propriété intellectuelle et nouvelles technologies, Camille Godin, Clémence Gilbert et Lida Pourmomen. Je leur laisse la parole. Merci. Oui, merci Nathalie. Donc, avant de commencer, d'abord quelques chiffres sur le e-commerce et ce que ça représente. Donc, comme vous pouvez le voir, ça représente près de 10% du commerce de détail, 3,5% des commandes par mois et 98% des acheteurs se disent satisfaits de leurs achats sur Internet. Donc, du coup, en fait, le e-commerce présente de nombreux avantages. Notamment surmonter la distance physique avec l'acheteur, le consommateur, la faculté de pouvoir mettre en place un processus d'achat qui va être beaucoup plus rapide, la réduction des coûts de transaction, l'élaboration de nouvelles stratégies marketing. Ça permet également de pouvoir augmenter la portée des publicités que vous allez mettre en place via Internet, d'établir une proximité plus grande avec le client et de pouvoir également évaluer leur satisfaction plus facilement. Donc, comme vous le savez, la présence sur Internet, c'est un élément qui est indispensable de nos jours, mais dans tous les domaines, mais surtout dans le secteur du vin. Donc, on peut voir que c'est un outil qui est très important pour la vente, puisque comme vous pouvez le voir, il y a plus d'un tiers des Français qui ont déjà fait l'achat de vin sur Internet. Et c'est aussi un outil qui va être très important pour la communication, puisque 15% des Français suivent des pages qui sont liées au vin sur les réseaux sociaux. Donc, on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet. Donc, je vais vous parler du programme. Donc, ça va s'établir en 3 parties. Donc, on va voir dans un premier temps comment se développer sur Internet et les précautions à prendre. Ensuite, on va voir la protection sur Internet avec l'accent sur l'importance de la marque. Et enfin, on va voir comment anticiper et établir une stratégie. Donc voilà, on va commencer par la première partie de comment se développer sur Internet. Donc tout d'abord, ça passe par la création de son site. Donc il faut savoir qu'il y a une obligation de rédiger ces mentions légales et de les faire apparaître sur votre site Internet. Donc ces mentions légales, elles doivent comporter plusieurs informations sur la société et l'hébergeur, donc notamment son identification, votre activité, les mentions relatives à l'utilisation des cookies que vous collectez via votre site Internet, les mentions qui sont relatives à l'utilisation des données personnelles
Et pour les sites de e-commerce, elles doivent également contenir des mentions relatives à la vente. Il faut faire très attention à ça parce que en cas d'absence d'une information obligatoire, vous pouvez avoir une amende de plus de 1 500 euros. Donc, toujours sur la création de son site, il faut également bien faire attention à la rédaction des conditions générales d'utilisation. Alors, les CGU ne sont pas obligatoires, mais c'est un document contractuel qui va être intéressant donc, entre l'éditeur d'un site internet et un internaute, puisqu'il permet de délimiter en fait, les modalités d'accès et de navigation sur un site internet, étant entendu bien sûr que l'utilisateur est tenu par ces conditions lorsqu'il les a acceptées. Toujours au stade de la création de son site, il y a de nombreuses précautions à prendre en termes de protection des données personnelles, puisque, on le sait, il y a des réglementations assez strictes qui ont été édictées, notamment avec le règlement général sur la protection des données personnelles, étant entendu qu'une donnée personnelle, ça correspond à toute donnée qui porte sur une personne physique identifiée ou identifiable. Donc, ce n'est pas seulement les noms et prénoms d'une personne, ça peut être aussi, par exemple, un numéro client qui rend une personne identifiable. Et il faut aussi avoir en tête que le traitement des données, ça correspond à différents procédés. Ça peut être une collecte de données, une organisation, une conservation de données. Par exemple, si vous mettez en place un site avec une newsletter, pour que les utilisateurs puissent recevoir la newsletter, vous allez collecter en général leur nom, prénom et leurs adresses mail. Et il faut également penser au fait que certaines données vont être considérées comme sensibles et ne peuvent pas être collectées du tout, par principe. Par exemple, les données liées à l'orientation sexuelle d'une personne physique ou les données sur la prétendue origine raciale ou ethnique d'une personne. Donc, quand on crée son site, il y a plusieurs points sur lesquels il faut faire attention en termes de données personnelles. Déjà, s'agissant des cookies, les cookies, c'est une suite d'informations, généralement de petite taille, identifiées par un nom et qui vont être transmis à votre navigateur par un site web sur lequel l'utilisateur se connecte. Ce type de cookie peut être utilisé pour mémoriser les identifiants des utilisateurs ou encore à des fins statistiques. Et il y a plusieurs règles pour ces cookies. Déjà, il faut bien informer l'utilisateur de la finalité des cookies et également demander le consentement avant de récolter ces cookies, sachant qu'ils pourront être conservés pour une durée maximale de 13 mois. S'agissant des campagnes de mail également, encore une fois, un point d'attention en termes de données personnelles, il faut bien récolter le consentement des utilisateurs, leur permettre de se désabonner facilement et encore une fois, la clé, c'est la transparence. Une fois que vous avez mis en place votre site de e-commerce, il y a également des précautions à prendre concernant les contrats à distance. Tout d'abord, il va y avoir une obligation d'information de l'offre, donc c'est les conditions générales de vente qu'on évoquera juste après. Et il y a également la formalité du double clic, c'est-à-dire qu'il faut permettre à l'utilisateur de pouvoir bien vérifier le détail de sa commande, son prix, de corriger d'éventuelles erreurs avant de valider. Donc d'abord, le premier clic permet de valider la commande et il y a un second clic qui va permettre de la confirmer définitivement. Et il faut également qu'il y ait une information claire sur les moyens de paiement acceptés, puisque si un de ces deux éléments fait défaut, donc c'est-à-dire la formalité du double clic ou les informations sur les modes de paiement, alors la commande ne sera pas valide. Et dernier élément, il faut bien accuser réception de la commande auprès de l'acheteur par voie électronique, et ce, sans délai injustifié. Toujours sur le site de e-commerce, donc on l'a évoqué, il faut bien rédiger ces conditions générales de vente puisqu'elles contiennent un certain nombre d'informations très importantes que le vendeur doit fournir à l'acheteur qui achète ses produits, des informations obligatoires dont la loi précise qu'elles doivent être clairement présentées. Et en général, ces conditions apportent notamment des précisions sur les modalités d'achat, de paiement, de livraison et également sur le délai de rétractation du consommateur. Sur la stratégie online, il faut également bien penser à choisir ses réseaux sociaux. Donc, il y a différents points d'attention ici. Il faut définir ses objectifs et identifier sa cible, c'est-à-dire que chaque réseau social a des codes propres et donc il faut bien déterminer le type de contenu que l'on peut produire et le type de réseau par lequel on va les publier. C'est-à-dire que, par exemple, si on ne fait pas de contenu visuel, ça va avoir un intérêt limité d'être sur Instagram. Mais à l'inverse, si on a un magasin, des réseaux tels que Instagram ou Pinterest vont pouvoir être intéressants.
Ensuite, il faut bien faire attention aux dispositions sur la publicité trompeuse. Le Code de la consommation met en place des sanctions pénales, donc 2 ans d'emprisonnement, une amende de 300 000 € pour les personnes physiques et ça peut même aller jusqu'à 1,5 million pour les personnes morales. Donc, par exemple, annoncer sur Internet des prix promotionnels alors que les prix de référence n'ont jamais été appliqués, c'est de la publicité trompeuse. Et ce, même si le client potentiel était connaisseur des prix pratiqués et même si on peut considérer que cet acheteur pouvait instantanément comparer les prix en ligne. C'est ce qu'a décidé la jurisprudence, notamment en 2017. Et enfin, puisqu'on évoque les publicités en matière de boissons alcoolisées, il y a également des dispositions dans le Code de la santé publique. Donc, ce type de publicité est autorisé depuis 2009, mais elle est très encadrée par la loi E20. Et notamment, seuls les sites dont l'audience est composée au minimum de 70% de majeurs peuvent contenir ce type de publicité, sachant que le message à caractère sanitaire doit bien être lisible, visible et à l'horizontale. Et on a une décision notamment de 2020 qui nous dit que toute publicité sur des boissons alcoolisées doit présenter un caractère objectif et informatif, et ce, quelle que soit la caractéristique de la boisson mise en avant. Alors, on va désormais passer à la seconde partie de notre webinaire, donc la nécessité de se protéger sur Internet et notamment de ce fait l'importance de la marque. Donc, tout d'abord, pourquoi il est important de se protéger sur Internet? Eh bien, tout simplement pour éviter les fraudes, car les fraudes sont de plus en plus nombreuses. Donc, on a des fraudes que tout le monde connaît plus ou moins, assez classiques, comme l'usurpation d'identité, les faux sites Internet ou encore le phishing qui consiste à collecter des données personnelles. Et on a d'autres fraudes, parfois un peu plus nouvelles, souvent un peu plus élaborées, comme la fraude au président ou encore l'arnaque au code RIO, qui vont faire leur apparition et qui sont tout aussi dangereuses. Donc, sur Internet, il faut miser sur les marques. Pourquoi? Eh bien, parce que la marque vous confère un monopole. Elle est renouvelable indéfiniment pour des périodes de 10 ans. La marque, c'est un pilier dans une stratégie marketing et commerciale. Elle protège les investissements réalisés pour le lancement d'un produit ou d'un service. En outre, il faut savoir que la marque est parfois requise pour pouvoir exploiter dans certains pays. C'est notamment le cas de la Chine, et qu'elle permet de faciliter le dépôt de plaintes ou de procédures extrajudiciaires. Donc, c'est notamment le cas pour les procédures UDRP à l'encontre de noms de domaine litigieux. Quel type de marque on peut protéger? Donc, assez classiquement, on va avoir 3 types de marques qu'on peut protéger. Donc, on a tout d'abord la marque verbale, qui est composée exclusivement de mots, de lettres, de chiffres ou de caractères typographiques standards ou une combinaison de ceux-ci. Donc, comme ici, la marque Pastis 51. On va avoir la marque figurative, donc on va avoir soit une marque figurative qui est composée uniquement d'un logo, donc c'est-à-dire d'éléments graphiques, une stylisation, une mise en page non standard avec ou sans couleur, comme ici la marque de Pernod Ricard, ou alors une marque figurative qui comprend à la fois des éléments verbaux et des éléments stylistiques. Et enfin, on a également les marques de forme, donc qui sont également appelées marques tridimensionnelles, comme on peut le voir ici avec la bouteille de Jet 27. Récemment, donc grâce à la réforme du paquet marque et à la loi Pacte qui a été très récemment transposée en droit français, on a pu voir l'avènement de nouveaux types de marques. Donc, on voit notamment maintenant la possibilité de déposer des marques de mouvement. Donc, une marque de mouvement, c'est une marque qui consiste tout simplement en un mouvement ou en un changement de position des éléments qui la composent, et elle va être déposée grâce à une image par mouvement. Donc, vraiment, le mouvement est décomposé, comme on peut le voir ici avec la marque Sony. On va également avoir des marques multimédia, donc comme on a pu le voir avec la petite vidéo. Donc, une marque multimédia, ça comporte à la fois du son et une image. Et enfin, on a également des marques hologrammes qui sont tout simplement composées d'éléments ayant des caractéristiques holographiques. Donc, la marque, c'est également très utile, comme on a pu le deviner, pour se défendre sur Internet. Il est très important d'enregistrer sa marque pour pouvoir se protéger à la fois sur les réseaux sociaux, mais également contre des noms de domaine frauduleux. On a de nombreuses fraudes via les noms de domaine, du cybersquatting, du phishing, des faux sites. Donc, la marque est très importante à ce niveau-là. Elle permet également de se protéger dans les référencements sur les moteurs de recherche, donc ce qu'on appelle les AdWords. Et elle permet d'avoir accès donc à des procédures extrajudiciaires en cas de litige de nom de domaine.
La protection par le droit des marques, c'est particulièrement important puisque ça permet de distinguer et d'identifier vos produits et vos services de ceux de vos concurrents. On peut voir à ce titre, par exemple, l'affaire Le Champagne. Donc, en l'espèce, cette société avait utilisé en tant que dénomination sociale et nom de domaine le terme champagne. Or, l'usage de la dénomination Le Champagne, ça constitue un détournement illicite de la notoriété de l'appellation d'origine contrôlée Champagne. Donc, la société Le Champagne a dû procéder à la radiation de son nom de domaine vinchampagne.com. Ce qu'il faut savoir, c'est que si cette société avait choisi du coup une marque distinctive pour ses produits, elle aurait pu l'utiliser à la fois en tant que marque, mais également au sein de son nom de domaine et de sa dénomination, et ainsi éviter une condamnation. Avoir une marque, donc ça permet également, bien évidemment, de vous protéger de la contrefaçon. À cet égard, on peut évoquer une affaire très récente, donc c'est l'affaire des faux châteaux Aubryon en Chine. C'est un exemple qui date d'il y a peu. Donc dans cette affaire, en fait, ça a été tout simplement la découverte en Chine de plus de 10 000 bouteilles de faux châteaux Aubryon qui étaient destinées à la vente en ligne. La découverte donc, de ces fausses bouteilles a fait suite à une plainte pour contrefaçon de marque qui a été déposée par la société Le Domaine Clarence-Dillon, donc contre la société chinoise, et ça a donné lieu à la plus grande saisie de cru de Bordeaux effectuée ces dernières années en Chine. Donc, comme on le disait précédemment, les ventes en ligne en matière de vin et de spiritueux sont régulièrement utilisées, et c'est actuellement l'un des principaux moteurs de la vente, notamment au vu de la situation actuelle que nous vivons, qui est historique. Donc, pour se protéger grâce aux marques, il est important d'adopter la bonne stratégie, à savoir votre marque, il faut la déposer dès la genèse de votre projet pour éviter les dépôts frauduleux par des tiers ou la divulgation de votre marque, de la marque envisagée. Il faut également, donc, lors du dépôt, choisir ses batailles. Il n'est pas nécessaire de déposer partout tout de suite. Il faut déterminer un territoire qui est limité, mais qui est adapté à votre activité. Donc, bien souvent, on recommande d'envisager les territoires de production, de commercialisation ou de projet dans un premier temps pour le dépôt de votre marque. Ce qu'il faut savoir, c'est que grâce à un dépôt national, vous bénéficiez bien souvent d'un droit de priorité qui vous permet d'étendre par la suite à l'étranger tout en gardant la date du premier dépôt. Il faut également penser global et digital avec la protection des noms de domaine au moment du dépôt de la marque. Donc, on dépose une marque, on enregistre les noms de domaine correspondants pour se protéger également sur Internet. Et enfin, une fois que tout ça est fait, il faut penser à surveiller ces marques à la fois dans le monde réel, mais également dans le monde digital, donc parmi les noms de domaine, les réseaux sociaux. Et pour cela, on recommande bien souvent de faire assez d'un conseil. Ça permet d'optimiser notamment les coûts de surveillance, de dépôt, voilà. Alors, s'agissant de vos noms de domaine, vous pouvez également faire des plaintes UDRP, donc des procédures extrajudiciaires. Donc, c'est un moyen efficace, rapide et économique de résoudre tout litige relatif au nom de domaine. Il y a des exemples, par exemple, on a eu des affaires, donc des grandes maisons qui ont gagné et obtenu le transfert de noms de domaine litigieux, des noms de domaine qui étaient proches typographiquement de leur marque, par exemple Tétinger ou encore Pernod Ricard. Mais il faut savoir que pour prévenir les atteintes sur Internet, le plus efficace, c'est quand même de développer des stratégies préventives, donc d'enregistrer ces noms de domaine, puisque le nom de domaine, c'est vraiment un actif clé, c'est une source de revenus, ça renforce l'identité de votre marque et ça favorise la communication sur Internet. Donc, le plus important, c'est d'agir en amont. Il faut enregistrer les noms de domaine au moment où vous déposez votre marque et il faut en enregistrer plusieurs selon votre présence géographique, mais aussi selon votre domaine d'activité. C'est ce qui va guider vos choix d'extension. Merci Clémence. Donc, gérer sa marque sur Internet, ce n'est pas seulement la déposer, la renouveler, c'est aussi vraiment construire une véritable stratégie. Une stratégie qui est à la fois une stratégie de protection, mais aussi une stratégie de préventive, donc défense et prévention. Donc, l'idée, c'est d'anticiper les besoins en fait, en nom de domaine lors du lancement de nouveaux projets, par exemple, et puis d'évaluer les risques qui peuvent être liés au développement d'une nouvelle marque si elle est vulnérable ou fragile sur Internet. Et la prévention, de notre expérience, permet de limiter très largement les coûts par rapport à une action défensive dans une situation de crise. Donc, investir dans une stratégie, c'est définir une politique d'enregistrement de nom de domaine et c'est aussi définir une politique de gestion des réseaux sociaux.
Alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Donc, anticiper et établir une stratégie. Quelle est la situation? On va passer à la slide suivante. Donc, quelle est la situation aujourd'hui sur Internet? Que faut-il faire? Pour pouvoir construire une stratégie, il faut connaître. Pour connaître, on conseille donc de faire une recherche d'antériorité couplée d'un audit. Une recherche d'antériorité qui va être faite parmi les marques, mais aussi les dénominations sociales, les noms de société, les noms commerciaux, les enseignes et essentiellement les noms de domaine pour le digital. Donc, on fait cette recherche d'antériorité, ça nous permet d'obtenir une photographie de l'existant. Et dès qu'on a cette photographie, c'est comme si on avait une matière première, on va pouvoir réfléchir à la stratégie et faire un audit et des recommandations. Donc, si on regarde aujourd'hui la situation plus sur le digital et sur les noms de domaine, qu'est-ce qu'on a comme situation aujourd'hui? On a une situation très complexe parce qu'on a à la fois des fraudes sur Internet qui sont plus complexes, plus nocives, plus rapides, plus dangereuses. On a les effets du RGPD, donc qui protège les données personnelles et qui a été interprété par l'ICANN, qui est en charge de la gouvernance de l'Internet, où on n'a plus aucune donnée sur les réservataires des noms de domaine. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut en toute impunité agir via un nom de domaine. On n'aura pas l'identité, la plupart du temps, du réservataire du nom de domaine. Et troisièmement, on a une question de gestion des risques parce qu'il y a aujourd'hui, pèse sur l'entreprise de plus en plus un corpus de plus en plus lourd de lois et de règles à respecter pour anticiper notamment les risques. Donc, la stratégie en matière de nom de domaine, en matière viticole et de façon générale, c'est à la fois anticiper et gérer les risques et éviter une perte business, une perte de chiffre d'affaires. Alors, ça a été vu même au niveau des sociétés cotées, puisqu'en fait, la plupart des régulateurs boursiers, notamment l'AMF en France, ont établi des lignes directrices qui sont spécifiques en fait au nom de domaine. Donc, l'AMF recommande de mettre en place une surveillance de l'enregistrement des noms de domaine qui peuvent être proches de la dénomination sociale ou de la marque clé de l'entreprise, de mettre en place des actions, des procédures d'urgence. S'il y a une situation d'urgence, comment faire, qui contacter, quel vecteur, comment gérer la presse pour intervenir rapidement, mettre fin à une situation rapidement, et puis se tenir informé des nouvelles tendances en matière de piratage, d'usurpation d'identité. C'est ce qu'on fait, nous, au quotidien pour nos clients. Donc, on parlait d'éviter de perdre du chiffre d'affaires et d'une perte business, et c'est très intéressant quand on regarde les statistiques parce qu'on voit qu'en fait, plus de 20% des consommateurs qui auront été trompés sur Internet en allant sur un faux site n'achèteront plus sur la marque. Donc, ça a un vrai impact sur la vente. Donc, bien défendre sa marque sur Internet, bien défendre, ne pas tolérer des noms de domaine qui font du bruit, comme on dirait en informatique, et qui sont proches de votre marque, c'est essentiel pour gagner des parts de marché, mais également pour éviter de perdre des clients ou des clients potentiels ou des clients tout court. Et on voit dans les statistiques que presque 33% des internautes rechercheront des alternatives lorsqu'ils auront été trompés. Donc, il y a un vrai risque pour le titulaire de la marque à ne pas mettre en place une stratégie adaptée sur Internet et qui peut avoir un vrai impact sur les efforts qui sont faits justement pour être vus en ligne et qui s'avéreront donc contre-productifs. Donc, pour faire cela, donc, on fait une recherche d'antériorité, on fait un audit, on établit la meilleure stratégie au meilleur coût et on va entreprendre, qu'on va pouvoir déployer. Donc, une fois qu'on aura fait l'étude et qu'on aura bien vu dans quelle direction aller pour optimiser la présence de la marque sur Internet, on va avoir une palette d'outils en fonction des cas qu'on va utiliser. Alors, on commence généralement par une étude technique et juridique, et d'où notre service avec des ingénieurs et des gens qui sont spécialisés là-dedans au cabinet, où on va déterminer tous les protagonistes d'une affaire. Donc, ça peut être plus ou moins complexe. Pourquoi? Parce que cette étude, elle va permettre, en fait, c'est un peu comme un check-up chez un médecin. On va pouvoir établir où est le mal, où taper juste.
et fort et vite. Donc, cette étude va nous permettre d'établir la stratégie de défense. Et après, on va pouvoir engager une action adaptée qui peut être soit une action de bloquer le nom de domaine, soit désactiver en fait le site. Ça peut être aussi désactiver une page d'un réseau social. Hein. Ça peut être que ce soit Facebook, Instagram, Twitter. On peut tenter d'obtenir aussi le transfert du nom de domaine. Et pour cela, on a des procédures particulières. On en a parlé, ce qu'on appelle les procédures UDRP, qui ont été mises en place spécifiquement pour lutter contre la fraude sur Internet dans les noms de domaine. Donc, ce qu'on appelle le cybersquatting. Et donc, on peut obtenir aussi le transfert des noms de domaine, soit par une procédure extrajudiciaire, donc du type arbitrage-médiation comme l'UDRP, soit judiciaire, soit à l'amiable. On peut obtenir aussi à l'amiable. On peut aussi obtenir les informations du titulaire du nom de domaine, et éventuellement pour se protéger, lorsqu'il y a une atteinte vraiment grave, engager par exemple une action pénale pour montrer qu'on défend ses consommateurs. Donc, on n'est pas dépourvu sur des atteintes sur Internet. Souvent, l'urgence, c'est mettre fin aux troubles le plus rapidement possible pour éviter l'hémorragie sur Internet de la mauvaise image de la marque. Et après, mettre en place les actions juridiques quand elles sont nécessaires pour défendre l'entreprise, les dirigeants et les clients. On arrive à la fin de ce webinaire. Je vois qu'on a respecté le timing, ce qui est vraiment très bien. Je remercie nos intervenants. On a la place pour une ou deux questions, si vous le souhaitez. Sinon, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des observations à faire ou alors s'il y a des points sur lesquels on n'a pas été assez clair. On sera ravis de vous renseigner. Sinon, on vous souhaite à tous une très belle après-midi et surtout, portez-vous bien et à bientôt. Au revoir.